Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, mais aussi le plus dur. Cet hiver-là, j'ai fait entre 60 et 80 heures par semaine. Je prends plus soin de mes animaux que de moi-même. J'étais très heureuse de tout reprendre, mais maintenant, c'est complètement l'inverse. J'ai la trouille et puis je suis perdue. J'ai complètement raté ma jeunesse, quoi. Et je l'ai passée derrière mes vaches et je regrette énormément. Ils nous disent pas ça. Que le dimanche matin, ça se trouve, on pleurera au milieu de nos bêtes. Heureusement que je les ai, mes bêtes. Heureusement, c'est elles qui sèchent mes larves le dimanche. Si les prix sont catastrophiques et si on n'est pas plus aidé, dans 10 ans, ça va tourner au vinaigre. Océane Balland, bonjour. Bonjour. Océane, merci de nous accueillir chez vous, dans votre exploitation agricole, dans la ferme familiale, ici à Larrey, en Haute-Saône. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. On a beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord on va vous présenter rapidement. Vous avez eu 23 ans le 29 mars dernier et vous êtes agricultrice, déjà propriétaire de votre ferme depuis plus d'1 an maintenant. Aujourd'hui, on va parler de vous, bien sûr, de votre parcours, de votre passion pour l'agriculture, dont vous avez fait votre métier. Un métier qui peut parfois être dur, être difficile, qui provoque des doutes, mais aussi des grandes joies. Et avant de commencer, notre première question, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est ? Pourquoi avoir choisi ce lieu pour l'interview ? Ici, c'est la ferme familiale. C'est mon grand-père qui l'a construit en 1900 et quelques, pour pas dire de bêtises. Et ensuite, mon père a repris la ferme en 1980. Et puis moi, j'ai repris il y a quelques temps déjà. Ouais, donc depuis toute petite, vous êtes un peu une habituée des lieux. Je suis presque née dans la paille. Et on comprend que si vous êtes agricultrice aujourd'hui, c'est que vous avez tout de suite accroché à cette réalité agricole, à ce métier. Est-ce que vous avez un premier souvenir ? Alors oui, j'ai un gros souvenir. Ma maman m'a emmenée à la ferme pendant que mon père sortait les vaches. Et en fait, le bruit des sabots sur le pont de la bétaillère en ferraille, je sais pas, ça fait un gros déclic et j'ai su que les animaux, c'était toute ma vie, quoi. Ouais, on se déclique en se disant « je veux prendre la suite de papa ». Ah oui, Ouais. je me suis jamais posé la question. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 2 ans et demi. Ouais, donc très tôt. Ah oui. Et d'ailleurs, en grandissant, on va rester quand vous étiez avant vos 10 ans. C'était quoi le quotidien de la petite Océane ? Son caractère, ses activités préférées ? C'était vraiment centralisé ferme ? Expliquez-nous un peu. Alors, j'avais pas beaucoup de copains-copines. Tous les week-ends, j'allais à la ferme. J'allais m'occuper de mon poney, mon premier poney à la ferme. J'allais tous les week-ends aider mon père à la ferme. Je lâchais les petits veaux, je les faisais téter. Mon père m'a très vite appris à traire une vache, à faire téter un veau, à faire des piqûres déjà avant 10 ans. Donc ouais, non, c'était vraiment les vaches. Et c'est quoi qui vous plaisait là-dedans ? Les animaux, ils ont un truc que les humains, ils n'ont pas. Ils n'ont pas la parole, mais ils ont beaucoup d'autres choses. Ouais. Et en grandissant, cette passion ne s'érode pas, cette envie de reprendre ne s'érode pas. Et j'ai entendu que vous passiez même vos vacances et week-ends ici. Ah oui, je passais toutes mes vacances ici. Même ma maman, elle n'était pas contente des fois parce que c'était sa semaine ou son week-end. Mais moi, je voulais vraiment m'occuper de mes vaches, quoi. Jamais d'ennui ? Non. Ouais, jamais. Et l'adolescence arrive, vous rentrez au collège et là, tout bascule. Une période un petit peu compliquée, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je pense que le collège, c'est une période très compliquée pour tous les jeunes. Malheureusement, j'en ai fait les frais, j'ai subi du harcèlement scolaire. Au début, au collège, quand on a une feuille à remplir, métier des parents. Alors moi, quand je mettais que mon père il était agriculteur ou éleveur, je retournais ma feuille après. Pourquoi ? Parce que forcément, après, j'étais une grosse crade, une bouseuse, je puais la vache. C'est des choses qu'on vous a dit ? Ah oui. Et du coup, les profs, quand je disais « C'était quoi votre métier favori en numéro 1 ?» Soit vétérinaire, soit agricultrice. T'y arriveras jamais, t'es une fille, t'es toute petite. Et puis déjà, les filles, elles reprennent pas l'exploitation de leur papa. Et ça vous décourageait pas, ça ? Ça m'a découragée, donc au début, je me suis dit tant pis, je continue. Vétérinaire, l'école, du coup, je me suis dit si je subis du harcèlement jusqu'à mes dernières années de vétérinaire, c'est stop. Donc j'ai abandonné l'idée très vite des vétérinaires. Donc je me suis dit tant pis, dès que je peux arrêter l'école, j'arrêterai pour reprendre la ferme de mon père. Vous avez eu besoin aussi de montrer votre quotidien, votre passion. En 2015, vous décidez de créer du contenu sur Internet en faisant des vidéos sur YouTube. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où ça vient, cette idée ? Alors justement, après l'école, bien souvent le vendredi soir, mon père venait me chercher, j'allais à la ferme. Et il s'avère que quand on est très jeune, on ne fait pas attention à soi, on porte des choses qu'il ne faudrait pas porter. Même si mon père me disait « porte pas ça, tu vas avoir mal au dos », je me suis retrouvée bloquée du dos. Donc, j'ai pas été à l'école pendant quelques jours, voire quelques semaines. Ça m'a bien rendu service, j'étais très heureuse comme ça. Et je me suis dit, j'adorais prendre des photos et des vidéos de mes bêtes. Et je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et donc, quand j'étais bloquée dans mon lit, je voulais regarder des agricultrices qui conduisaient des tracteurs. J'en ai jamais trouvé. Ouais, d'où on disait la place de la femme dans le métier.
je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, je pensais déjà aux jeunes femmes derrière moi qui seraient dans mon cas. Si elle serait dans son canapé bloquée, comment elle ferait pour voir des choses comme ça? Elle se dit qu'une femme, elle conduit jamais des tracteurs. Elle est à la cuisine, quoi. Et donc vous, ce que vous avez fait? Et là, j'ai commencé à faire des petits montages photos, des petits trucs, et c'est parti comme ça. Ouais. Et ça m'a sauvée. Ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire? Parce que les gens, au début, j'ai eu 1000 abonnés, après 2000, 10 000, 15 000, 40 000. Et passer la barre des 1000, déjà, je me suis dit, en fait, les gens, ils aiment mon contenu, et je suis pas toute seule. Et ma vie, ma passion, qui était décriée au collège. Ouais, c'est exactement. Ça aussi. Et ouais, vous créez un peu une bulle de positivité. Oui. Vous arrivez à valoriser aussi votre profession et ce que vous faites. Oui. Et après le collège, quel était votre parcours d'études? Vous êtes directement parti dans l'agricole? Expliquez-nous. Alors, en fin de quatrième, j'ai dit à mes parents, soit j'arrête l'école, soit ou sinon j'y vais sans sac. Donc vous me mettez en mécanique ou alors dans un lycée agricole. Donc forcément, ils n'ont pas eu le choix que de me mettre en lycée agricole. Et je suis partie pour ma troisième. J'ai fait une troisième prépa pro. J'ai passé mon brevet professionnel que j'ai obtenu avec mention très bien. Donc c'était vraiment ma voie, c'était vraiment mon truc. Et là, le harcèlement scolaire reprend. Donc je continue les vidéos sur YouTube, mais de plus en plus. Il y a de plus en plus de monde qui me suit. Et là, je me suis dit, en fait, le harcèlement scolaire à l'école, c'est rien. Faut continuer quand même. Et j'ai dit, maintenant, c'est les réseaux, c'est mon truc. Ouais. À côté de ça... Vous retournez dans la ferme familiale d'un point de vue plus professionnel? Et puis du coup, je suis partie en apprentissage, donc sur l'exploitation, parce que forcément, quand on a 14 ans, qu'on cherche un apprentissage ou même des stages, qu'on n'a pas le permis, qu'on n'a pas de mobilette, c'est très compliqué de trouver des maîtres de stage, d'apprentissage. Donc j'ai dit à mon père, j'ai pas le choix que de rester ici. Et j'ai fait toutes mes années d'apprentissage ici. C'était une bêtise parce que j'ai rien découvert. Ah ouais? Vous le regrettez aujourd'hui? Oui, énormément. J'ai rien vu d'autre. Ouais. Et comment vous arrivez jusqu'à reprendre la ferme? Ça a été comment? Vous continuez des années à évoluer ici avec votre papa? C'est lui qui vous fait part de son souhait que vous repreniez? Est-ce que vous, en le voyant travailler, vous avez eu des doutes ou vous avez tout de suite dit je vais suivre l'idée de mon enfance en reprenant? Alors, je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, c'était le but de ma vie, c'était reprendre l'exploitation. Ouais. Donc, à un moment ou à un autre, il fallait que je reprenne. Même si mon père, des fois, il me disait je serais fière de toi, mais quand même, ça fait peur et finalement, j'aimerais bien que tu fasses autre chose. Mais moi, dans ma tête... Vous disait votre papa ça? Oui, mais je me voyais ni coiffeuse, ni prothésiste angulaire. Donc, j'ai obtenu mon bac. J'ai fait un CS en mécanique et puis je me suis installée l'année de mon CS. Ouais. Voilà. J'aimerais revenir. Vous avez parlé de votre jeunesse, de votre adolescence, qui a beaucoup été ici. Oui. Le reste, c'était votre passion. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est quand même une jeunesse particulière, en décalage. Est-ce que vous avez le sentiment aussi d'avoir été en décalage avec d'autres jeunes de votre âge ou d'avoir loupé des choses? On parle des sorties, on parle des soirées. Explique-nous. Les sorties, c'était 2-3 anniversaires par an. J'ai eu une chance inouïe d'avoir une stagiaire qui avait à peu près mon âge, celle qui m'a sortie. Je venais d'avoir mon permis l'année Covid, j'en ai profité. Je sortais tous les week-ends. Mais c'était très restreint, on était 5-6 en petit comité. Mais moi, les boîtes de nuit, les balles, tout ça, je connais pas. Et vous nous disiez même que vous aviez même perdu des amis à cause de l'activité de la ferme, que c'était prenant et que vous loupiez des moments. Ah oui, déjà les repas familiaux, les Noëls, les anniversaires, des fois, forcément on arrive toujours en retard, il y a toujours un taureau qui se coince quelque part, un vélage. Et puis les vacances entre amis. Des fois, mes amis partaient une semaine en vacances, je dis non, je peux pas partir. Et ça, par contre, j'ai compris que c'était une grosse bêtise maintenant. Ouais, parce que forcément, oui, ça détend les liens que vous pouviez avoir. C'est ça. Et maintenant, je me retrouve toute seule. Enfin, j'ai plus beaucoup d'amis, je sors pas. J'ai l'impression d'avoir raté, mais j'ai complètement raté ma jeunesse, quoi. Et je l'ai passée derrière mes vaches et je regrette énormément. Ouais. On va essayer d'avoir aussi des sujets plus positifs. Oui. Vous reprenez l'exploitation, vous avez quel âge? C'était 22, c'est ça? Alors j'ai repris déjà 40 hectares quand j'avais 18 ans. Ok, voilà, donc première étape. C'était très jeune, j'avais 18 ans. Et puis ensuite mon père a dit j'aimerais bien arrêter un jour, donc je me suis associée avec lui. Et puis après il m'a dit je veux partir, donc du coup j'ai repris l'entièreté après. Ouais. Voilà. Vous aviez 22 ans à l'époque, vous étiez dans quel état d'esprit? Plus stress, peur ou plus un peu d'excitation, même de joie, de se dire la filiation continue, après mon grand-père, après mon papa, c'est moi? Alors j'étais très très fière.
J'étais très heureuse de tout reprendre, mais maintenant c'est complètement l'inverse. J'ai la trouille et puis je suis perdue. Ouais. Mais si jamais un jour j'y arrive plus, j'aurais essayé et j'aurais accompli mon rêve parce que le rêve c'était de m'installer et d'élever mes animaux comme je les élève aujourd'hui. Ouais. Et si un jour j'arrête, ce sera pour X raisons. Pour moi, j'aurais accompli ce que je devais accomplir. Vous êtes allé au bout de votre rêve d'enfance, on va dire. Vous êtes une femme propriétaire de sa ferme à 22 ans, ce qui est quand même rare dans le monde agricole. Vous m'avez dit que vous étiez quand même fière de ça. Est-ce que vous avez souffert de votre jeunesse ou même du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans ce milieu professionnel ? Alors, j'ai souffert, oui, parce que forcément, quand on va à l'ensilage, on est la seule fille. Quand on fait des repas ou des choses comme ça, des gros repas d'agriculteurs, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Donc, et c'est pareil, à l'école, on n'est pas beaucoup de femmes. Sur les réseaux, on est très peu de femmes. On reste très peu de femmes. Mais maintenant, depuis que je me suis installée ou que j'ai commencé les réseaux, on est de plus en plus. Oui, c'est ça. Et vous montrez aussi que c'est possible. Ah oui. Ah oui. Parce que j'allais vous demander, ça fait un peu la question de la journée type. Aujourd'hui, c'est quoi votre quotidien ? Alors, moi, j'adore les journées d'hiver. Parce que déjà, on ne sait pas quelle heure on se couche, on ne sait pas quelle heure on se lève. Parce que j'ai des vélages l'hiver. Et c'est vrai que la nuit, je peux en avoir 2 d'un coup ou 3. Et puis, faut recommencer le lendemain, il faut donner à manger, pailler, faire téter les veaux qui veulent pas téter, soigner ceux qui vont pas trop bien. Et parfois, c'est dur physiquement, mais nous les femmes, on trouve toujours, on n'a peut-être pas la force, mais on trouve toujours un petit moyen technique pour y arriver. Ouais, des journées donc bien remplies. Peut-être nous donner quel horaire vous faites par semaine ? Combien d'heures de travail vous faites ? Vous le savez à peu près ? Vous avez quantifié ? Oui, par exemple cet hiver-là, j'ai fait entre 60 et 80 heures par semaine en comptant les heures que je me suis relevée la nuit. Parce que je ne sais pas pourquoi cette année, elles ont moitié fait veau toute la nuit, quoi. Et si c'est pas indiscret, pour quel salaire mensuel ? Alors là, pour le moment, je me tire 1 500 € et ça me sert à donc payer les prêts pour acheter la ferme et pour me nourrir aussi. Tout un côté financier sur lequel on va revenir après dans cette interview. Là, il y a quand même un petit temps qui est passé, vous avez un peu de recul. Quelles ont été les premières difficultés que vous avez rencontrées, vous, en tant que jeune propriétaire ? Je pense aux obstacles ou les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas trop en reprenant. Déjà, c'est les papiers. L'administratif, pour reprendre une exploitation, ça peut durer, pour reprendre des champs, ça peut durer, moi, les premiers que j'ai repris, ça a duré 18 mois. 18, on ne se rend pas compte, mais 18 mois, c'est énorme. Ouais. Pour un papier, quoi. Et ça, on vous a formé avant Bah non. À l'école, on nous pousse à l'école de s'installer. Installez-vous, vous verrez, c'est merveilleux. C'est pas du tout la réalité. C'est pas merveilleux. Tout ce côté administratif, vous étiez pas au courant. On nous l'apprend pas. Et vous, comment vous avez fait ? C'est votre papa qui est resté auprès de vous pour gérer ça avec vous ? Mon père, pour l'instant, il s'occupe toujours un petit peu des papiers. Et forcément, tout se matérialise. Ordinateur, des choses comme ça. Donc, je prends un petit peu le relais. Oui, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas votre papa, c'est presque des journées qu'on doit passer à faire des papiers, quoi. Il faut passer des journées à faire... Des fois, on gagne plus d'argent en n'oubliant pas de cocher une case sur un papier plutôt que d'aller tirer un veau. Alors que beaucoup dans cette profession viennent d'abord par passion pour les animaux plutôt que, comme vous l'avez dit, pour l'administratif. Ouais. Donc ce côté administratif, et je suppose que vu le volume horaire que vous nous avez dit, ce côté vie personnelle qui était déjà un peu entamé dans votre jeunesse, on suppose que là, il était peut-être dur à côté d'avoir une vie personnelle, amoureuse, de prévoir des choses en dehors. Ah c'est impossible, c'est presque impossible. Si depuis 1 an, j'ai compris qu'il fallait que je vive pour moi. Parce que si jamais demain il m'arrive quelque chose, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a beaucoup plu ? Qu'est-ce que j'ai fait dont je me souviendrai toute ma vie ? À part mes vaches, rien. Vous estimez donc que vous avez fait des sacrifices ces dernières années ? Ouais. Ah oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de choses ? Rien que tous les samedis, quand j'avais des anniversaires ou des sorties, je les consacrais pour rester avec mon père aux vaches. Et j'aurais jamais dû. Et même, je parle moi actuellement, depuis que vous êtes propriétaire. Je m'autorise à prendre mes dimanches après-midi notamment. Mais le problème, c'est qu'il faut donner à manger le matin, donner à manger le soir. Donc en fait, le dimanche, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, c'est un peu faut s'adapter constamment en fait. Toujours... Et dès l'instant où on a des animaux, on peut pas se dire je vais partir le vendredi à midi, je reviendrai le lundi à midi. Ouais, donc ce qui est un peu compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et même si je viens à partir en vacances là, je reçois un coup de téléphone, il y a des vaches qui sont sorties du pré, il faut les rentrer.
Oui, donc on parlait d'omniprésence, c'est cette omniprésence au travail, même si c'est votre passion. Est-ce que, 1 an et demi après la reprise, ça vous inquiète pour la suite, notamment familiale ? Oui. Oui, parce que je me dis que... Alors, j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose, qui me fait avoir des semaines un peu plus compliquées que d'autres. Et en fait, je me dis, ces semaines-là, il faudrait que je profite pour prendre soin de moi. Et ça fait déjà 1 an que je me le dis, et pourtant, je ne le fais pas. Et je me dis, mais si je dure encore comme ça pendant 10 ans, dans ma tête et dans mon corps, ça va pas aller. Ouais. Même pour vous, et même, j'allais vous demander, vous nous disiez dans une autre interview, parce que vous l'avez dit, on pense boulot, on mange boulot, on se mine la santé, ça c'est vos mots, on est sous pression constante. C'est quoi qui met la pression au quotidien ? C'est aussi l'aspect paperasse, l'aspect financier comme vous le dites ? Eh bien, tout simplement, comme une année comme cette année, mes vaches, elles se sont pas remplies correctement. Donc, il y a certains veaux qui verront pas le jour. J'ai pas eu des naissances comme prévu. J'ai des vaches qui ont avorté entre 6 et 8 mois de gestation. Et cette année, il va me manquer 30 veaux. 30 veaux par 2100 €. Enfin, on va compter 2000 €. Ça fait 60 000 €. Ouais, C'était pas prévu l'année dernière. Ouais. Il y a toujours ce... Et ça, forcément, une fois qu'on s'en est rendu compte, il faut vivre avec là. Je vais vivre avec jusqu'à la fin de l'hiver prochain. Et donc, forcément, cet hiver, quand j'avais un vélage, je m'en occupais de A à Z. Des fois, je passais même la nuit à côté parce que je voulais vraiment voir s'il arrivait à respirer, s'il arrivait à vivre, parce que j'avais la trouille d'en perdre encore et encore. Oui, en fait, même quand on arrive un peu à avoir du temps libre, c'est dans la tête. C'est dans la tête, on y pense tout le temps. Même maintenant, je vais courir depuis peu, je vais marcher depuis peu parce que j'ai trouvé le truc qui me vidait l'esprit. Mais même quand en fait on revient de la course, on arrive dans la cour et on se dit faut encore aller au boulot, puis il y a ci, puis il y a ça. En fait, on se vide jamais vraiment la tête, quoi. On avait parlé un peu avant de votre salaire, vous m'avez dit 1500 et vous m'avez tout de suite dit mais je m'en sers pour rembourser les prêts. Ah oui. On va dire ce salaire que vous arrivez à vous tirer, en fait vous voulez dire vous le touchez pas vraiment, vous devez rembourser des prêts. Niveau financier, est-ce que vous vous êtes rendu compte un peu de la difficulté des choses en étant propriétaire ? Très vite, oui. Oui, très vite. Très vite parce que forcément, quand un tracteur est en panne, il faut le réparer. Quand il y a des champs qui sont à vendre, des petites parcelles à côté qui nous touchent et que on est prioritaire, il faut avoir l'argent pour les acheter. Quand une bête tombe malade, il faut avoir l'argent pour la soigner parce que le jour où j'aurai plus l'argent pour soigner mes bêtes, il faudra vite que j'arrête, quoi. C'est ma vie avant tout, mes animaux. Donc je prends plus soin de mes animaux que de moi-même. Et comment vous voyez l'avenir ? Parce que c'est vrai que là, on était quand même un peu pessimiste. Est-ce que pour vous, il y a des moyens de changer les choses ? On pense à la diversification, on pense à réduire le nombre de vaches. Je sais pas, vous allez nous dire combien vous avez de vaches dans votre cheptel. On pense à peut-être des remplacements quand vous voulez partir en vacances. Est-ce que tout ça, on suppose, vous y avez pensé ? J'y ai pensé. Quand on s'installe, on fait un plan d'entreprise. Et dans mon plan d'entreprise, c'était écrit comme quoi qu'il fallait que je diminue les vaches de 100 mères à 80 mères. Et cette année, ça a été le cas. C'était pas moi qui l'a voulu, c'est la maladie, la FCO qui a fait le travail tout seul. C'était pas censé se passer comme ça. Mais j'ai vu cette année que mon travail était plus minutieux. Je prenais plus le temps avec chaque bête. Et depuis 2 ans, je travaille avec mes petits veaux et ensuite mes génisses pour avoir un confort de travail supplémentaire. Par exemple, pour faire téter un veau, j'attache plus la patte de la vache. Pour faire un vélage, bien souvent, ça se fait coucher. Je lui mets un seau devant le nez et je fais mon veau. Il y a le confort de travail. Se faire remplacer, c'est toujours très, très compliqué. Parce qu'il faut les personnes compétentes et puis même, c'est nos animaux. C'est comme nos enfants, donc on les connaît par cœur. Et une personne qui vient remplacer ne connaîtra pas forcément la chose par cœur. Mais il faut surtout se libérer du temps et profiter de la vie parce que sinon on est foutu, quoi. Est-ce que vous avez combien de vaches actuellement ? Alors actuellement, là, veaux, vaches, taureaux, tout compris, j'en ai 244. Et l'idéal pour essayer de maximiser un peu de confort de vie, un salaire décent, ce serait de descendre encore ? Ce serait quoi ? De descendre encore, je sais pas, parce que il faut quand même payer les prêts qu'il y a derrière. Alors baisser peut-être pas, mais améliorer les bâtiments, si on améliore les bâtiments, on améliore son temps et on en gagne et on peut passer du temps avec sa famille. Mais c'est-à-dire donc améliorer les bâtiments, c'est encore c'est de l'investissement. De l'argent.
Voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas se le permettre. Donc voilà, on fait avec. Au niveau des débouchés, donc j'ai compris que c'est des vaches à viande. Oui. Est-ce que beaucoup parlent de diversification? Vous y avez pensé ou pas? Alors j'y ai pensé jusqu'à ce que je me dise mais j'habite dans un trou perdu. Donc c'est vrai qu'une fois que ça part sur Intermarché ou alors un boucher du coin, on est vite restreint. Ouais. Ou sinon il faudrait faire des caissettes pour les particuliers. Le problème c'est qu'il faut un labo. Et ça, par contre, l'investissement, il est exorbitant. Ouais. Et quand on dit diversification, certains pensent à d'autres animaux, mais c'est encore plus de temps, c'est de l'expertise à avoir. C'est ça. Et moi, je me dis que je pense pas être trop mauvaise dans les vaches, même si j'ai très peu d'expérience. Mais moi, quand je fais un vélage, je pense que je le fais bien. Et je me vois pas avec des poules ou avec des cochons. Ouais. Oui, on va dire c'est encore c'est ça. L'influx qui passe aussi dans d'autres types d'animaux. C'est ça. Est-ce que vous êtes toute seule sur la ferme? Votre papa vous aide actuellement? Il y a aussi un salarié? Comment ça se passe? J'ai un salarié à temps plein et puis mon père m'aide dans les coups de bourre. Ouais. Voilà. Donc on va dire qu'il y a cette aide qui est nécessaire parce que toute seule, vous y arriveriez pas, quoi. Peut-être que j'y arriverai, mais sur une courte durée. Ouais. Oui. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, on débloque. Le corps dit stop. Même oui. Et puis mon corps dit stop. Et la tête aussi. Ouais. Et puis j'ai déjà des problèmes de santé, donc c'est pas envisageable. Tout ce dont on parle depuis le début, on a parlé des pressions constantes, on a parlé des salaires, on va dire, qui permettent de vivre, mais avec le temps qu'on passe, on aimerait bien sûr gagner plus, était au cœur du mouvement de colère des agriculteurs l'an dernier. Je vais pas vous demander vos positions politiques, mais est-ce que vous comprenez cette colère du secteur agricole? Comment vous vous placez par rapport à ça? Alors j'ai malheureusement pas pu aller dans les manifestations, j'étais en pleine période de vélage et les périodes de vélage pour moi c'est crucial, donc j'ai pas pu me libérer de temps, mais j'y aurais été avec grand plaisir. Parce que quand on gagne le peu d'argent qu'on gagne, on nous le grignote par-ci, on nous le grignote par-là, et en fait on nous rajoute des couches et des couches et des couches, et au bout d'un moment ça va plus, quoi. Comme la viande, on nourrit des animaux, on en prend soin, et c'était pas payé à sa juste valeur. Ouais, c'est quoi? C'est quand on fait pour des vaches pour la viande, on est dépendant aussi du cours de la viande, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas moi qui choisis le prix que mes vaches. Mais ce matin, j'ai une vache qui est partie, c'est pas moi qui ai choisi le prix. C'est les cours qui sont comme ça et j'ai pas le choix. On va dire dans un monde utopique, pour que tout ça marche mieux, ce serait quoi les mesures à prendre? Calculer son coût de production par exemple, moi j'engraisse pas au maïs en silage, ma viande elle est de meilleure qualité et pour moi elle vaudrait un tout petit peu plus cher qu'une viande engraissée au maïs, quoi. Et que l'agriculteur soit maître de ses prix. Il faudrait qu'il soit maître de ses prix pour pouvoir faire un bénéfice et vivre correctement. Un chiffre qu'on parle agricole, qui revient aussi beaucoup, c'est le taux de suicide qui touche la profession, avec beaucoup de dépression. Oui. Est-ce que vous, Océane, le burn-out, c'est quelque chose auquel vous pensez, quelque chose que vous craignez? J'y ai déjà pensé, c'est un sujet dont personne ne parle. Ah ouais, c'est un peu tabou? Pour l'instant, c'est encore très tabou. Ouais, et même au sein de votre famille, avec votre papa ou... Oui, je comprends les gens qui mettent fin à leur vie, encore plus depuis que je suis installée. Parce qu'il y a des fois, par exemple... C'est-à-dire, c'est quand même des mots forts, ce que vous dites là. Oui, mais par exemple, vous voyez, quand le vendredi soir, le salarié, il s'en va, forcément, il a une vie de famille, il faut lui laisser ses week-ends, quoi. C'est pas un patron, il a une vie aussi. Donc le samedi matin, des fois, tout se passe bien, on a une journée toute seule, tranquille, et le dimanche matin, on arrive sous l'hangar, on y a déjà passé tout notre samedi, et par exemple, il va y avoir 2 veaux qui sont morts d'un coup, parce qu'il y en a une qui s'est couchée dessus, ou pour X raison, et le dimanche matin, on est toute seule, il pleut dehors, on a juste envie de se foutre en l'air, quoi. C'est un petit plus, et on pète un câble. Là, on peut se dire qu'on a une agricultrice jeune, 23 ans, c'est quand même des paroles auxquelles on ne s'attend pas. Et vous, j'ai l'impression que depuis que vous êtes installé, vous avez quand même, le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être une claque que vous êtes prise par rapport à la réalité des choses, quoi. Oui, c'est ça. Et vous voyez, quand on sort de l'école et quand on va s'installer en chambre d'agriculture, quand on fait des petites formations, ils nous disent pas ça. Que le dimanche matin, ça se trouve, on pleurera au milieu de nos bêtes. Heureusement que je les ai, mes bêtes. Heureusement, c'est elles qui sèchent mes larves le dimanche. Donc c'est pour ça que dès que les bêtes sont au pré, je m'en vais parce que faut respirer. Ouais, la responsabilité. J'ai pris conscience de ça, c'est déjà. Il y en a beaucoup qui prennent pas conscience. Ouais, donc vous parlez d'école, donc la responsabilité, on parlait des instances, de l'État qui pourrait changer les choses. C'est peut-être aussi prévenir de ces dangers dès l'école, dès les formations? Ah oui,
Pour moi, il faut aller dans les écoles et leur montrer plein d'élevages types. Par exemple, on n'est pas un GAEC, on n'est pas plusieurs à travailler. Par exemple, il y a des gros GAEC qui fonctionnent très bien. Ils prennent un week-end sur 2, un week-end sur 3, ou même tous les week-ends, ils prennent soit leur samedi, soit leur dimanche. Et ils vivent très bien avec leur famille et ils sont organisés. Et moi, dans mon exploitation, je ne peux pas faire ça. Oui, en fait, la clé pour retrouver aussi un peu de joie intérieure en soi, c'est le collectif, c'est ce que vous avez dit. C'est ça. Se regrouper, Oui. on va dire réduire la taille des structures et pouvoir être plus fort à plusieurs. Malheureusement, oui, il faudrait faire ça, mais le monde agricole en soi, tout le monde se tire des bâtons dans les roues, quoi. Il y a toujours des vautours partout qui viennent. Je sais que mon père aurait eu un petit garçon, personne ne serait venu le voir, quoi. Les gens ont appris qu'il allait avoir une fille, tant pis, de toute façon, elle ne reprendra pas la ferme. Oui, pour s'accaparer les terrains, pour agrandir son exploitation. C'est ça. Et depuis que j'ai repris, il y a beaucoup de monde qui ne me parle plus. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ça dérange peut-être qu'il y ait une jeune femme... Il y a beaucoup de jalousie. Énormément de jalousie. Mais franchement, moi, je serais à leur place, je ne serais pas jaloux d'avoir des prêts sur le dos jusqu'à pendant 40 ans, quoi. Il y a pas à me jalouser. Et moi, ce que je l'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas volé. Hein. À force de travail, comme vous l'avez dit. C'est ça. Vous me parlez collectif, de dire que c'est la solution. Est-ce que c'est-à-dire que dans votre métier, où il y a quand même le passage des vétérinaires, on a le passage des personnes qui emmènent les vaches pour l'abattoir, pour en faire de la viande, est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez seul, où vous vous sentez isolé ? Oui, parce que forcément, heureusement qu'ils sont là la semaine, ils viennent, ils boivent un petit café, ils sont contents. Par exemple, un chauffeur, une fois, il est venu à 3h du matin, il m'a dit, est-ce que je peux rester dans la cour pendant un quart d'heure? Je dis, rentrez boire un café. À 3h du matin, je lui ai payé un café et ça m'a fait grand bien de discuter avec quelqu'un en pleine nuit à 3h du matin. C'était pas grave, mais j'avais besoin de parler, de discuter, de voir du monde. Ouais. Sinon, on est tout seul. Oui, quand arrivent les week-ends, c'est plus compliqué, vous l'avez dit. Ah oui, c'est ça. Et est-ce que faire des vidéos, déjà, ça vous a aidé de ce côté-là, d'avoir une communauté peut-être que ça vous a permis aussi de rencontrer d'autres agriculteurs, agricultrices, peut-être d'autres femmes qui partagent votre réalité. Ça aussi, ça fait partie du pourquoi vous avez fait des vidéos ? Oui, et dès l'instant où j'ai commencé mes vidéos, j'ai rencontré ma meilleure amie qui l'est actuellement. Ça fait depuis 2015 du coup. Je l'ai rencontrée et on s'est jamais perdu de vue. Et sans les réseaux sociaux, je ne serais jamais tombée sur cette personne et ma vie, elle ne serait pas la même actuellement. Et puis ensuite, une fois qu'on fait des vidéos, on est un tout petit peu plus connus. D'autres personnes font des vidéos grâce à nous. Et puis on devient une communauté, on rencontre du monde, on visite des usines alors que normalement, dans ma vraie vie de tous les jours, je serais de mon plein gré, j'aurais jamais parti visiter une usine de matériel. Ouais, c'est grâce aux vidéos. C'est extraordinaire. Et on rencontre des personnes merveilleuses, on se fait des amis. Ça permet de partir 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. C'est ce qui m'a sauvé, les vidéos. D'ailleurs, là, avec ce quotidien très chargé, vous avez toujours le temps d'en faire, peut-être un peu moins ? Les vidéos, j'en fais un petit peu moins, mais j'essaye de prendre des photos. Et je montre toujours la réalité, notamment sur Instagram, pour montrer qu'il y a des jours, ça va super bien, et il y a des jours, ça va pas du tout. Donc, les réseaux, c'est formidable. Pas se faire une image enjolivée, comme on pourrait le dire. C'est ça. Ouais. Il y a des gens, tu râles tout le temps, il n'y a jamais rien qui va. Mais c'est pas vrai, je râle pas tout le temps, mais il y a des jours, pendant une semaine, des fois, ça va pas aller. Et j'ai pas peur de le dire parce que c'est la réalité. Ouais. Et on pense à ceux qui, contrairement à vous, n'auraient pas le fait d'être exposés, d'avoir des contacts extérieurs. Oui. Qui sont dans leur ferme sans par exemple communiquer, là, eux sont dans une situation peut-être de solitude encore plus accrue que vous. Oui, et c'est ça. Et notamment, il y a des personnes comme ça qui me suivent sur les réseaux et ils m'envoient des messages. Alors des fois, c'est à pleurer. Merci pour tes vidéos parce que on était tout seul dans notre ferme, on regarde ton quotidien et ça nous fait du bien, ça nous fait sourire. Et c'est pour ces gens-là aussi que je continue. Ouais, ce que je veux dire, c'est aussi pour pas que pour vous, même si ça vous fait du bien, mais aussi pour d'autres personnes. Pour les autres, ouais. Et est-ce que on en a parlé au tout début? Est-ce que c'est aussi, vous avez en tête l'idée aussi de, je dis donner envie, mais bien sûr il y a des côtés négatifs, on l'a dit, mais de montrer aussi que malgré tout, même s'il y a des petites améliorations à faire mais qui ne sont pas de votre ressort, c'est possible pour une femme de se lancer dans ce métier. Est-ce que ça aussi c'est derrière la tête, de montrer qu'il y a de la place pour une jeune femme d'1m55 pour gérer une exploitation? Bah oui, et effectivement c'est pour ça aussi, parce que je vois tellement de petites jeunes femmes à l'école que j'ai rencontrées qui aujourd'hui maintenant se sont installées et en fait grâce à des fois mes vidéos, elles me disent j'ai été dans un lycée agricole et en fait j'ai trouvé mon truc et je vais reprendre l'exploitation de mon père l'année prochaine.
Ça, c'est merveilleux. Ouais. Et vu que vous montrez aussi les mauvais côtés dans les vidéos, vous pouvez dire au moins j'ai fait le job jusqu'au bout, c'est-à-dire il y a de l'information sur les côtés moins jolis aussi. Et c'est ça. Donc des fois on reçoit des messages, merci pour tout ce que tu nous as fait, nous a dit, on va reprendre l'exploitation. Et d'autres personnes qui nous disent, eh ben tiens, grâce à toi, je sais que je ne vais pas reprendre l'exploitation. Parce que justement, tu montres la réalité et on sait ce que c'est la réalité et ça nous fait trop peur. On veut pas se lancer et on préfère se diriger dans autre chose. Ouais. Et ces gens-là, par exemple, vous vous sentez pas coupable qui laissent la ferme et vous les jugez pas. Vous dites chacun fait ses choix. Ouais. Et je les encourage même à aller voir ailleurs. Et même aux jeunes qui s'installent, je leur dis, moi j'ai fait l'erreur de pas aller voir ailleurs. Avant de vous installer, si vous pouvez, mais partez. Allez visiter d'autres exploitations, d'autres pratiques. Parce que moi, ça m'a énormément manqué. Ouais. Et donc je suppose qu'avec ces messages, vous êtes aussi au courant du constat qu'il y a de plus en plus de fermes qui ne sont pas reprises, qu'il y a de plus en plus de fils ou filles d'agriculteurs, comme vous l'avez dit, qui se détournent de cette activité. Ça, est-ce que, ça vous attriste quand même de savoir qu'il y a des fermes qui vont plus trouver preneur ? Alors ça m'attriste, oui, parce que je me dis que c'est dommage des fois de laisser des petites exploitations familiales partir. Mais le problème, c'est que tout le monde nous mange et je comprends aussi les personnes qui partent. Donc il y a un juste milieu. En fait, vous comprenez aussi que la profession actuelle n'attire plus. Oui. Ouais. Ah bah oui. Quand on se dit il faut travailler du lundi matin à 8h au dimanche soir à 23h parce qu'il y a des voies à tirer, ben forcément. Et puis se tirer un salaire comme ça et puis pas avoir de vie comme ça. Les sorties, on oublie. Ça donne pas trop envie, quoi. C'est vrai que malgré ces aspects négatifs, on sent vraiment que ça vous anime, vous avez envie d'en parler de prévenir. Qu'est-ce qui vous fait alors vous lever tous les jours ? Qu'est-ce qui vous fait encore tenir ? Mes bêtes, ouais. C'est mes animaux. Je sais que tous les soirs, je vais voir mes vaches au pré, tous les matins, elles sont là. Mais quand je vais pas bien, je vais leur dire dans l'oreille ce qui va pas. Elles me jugeront pas, elles le répéteront pas. Et puis elles ont un truc de plus, elles ont quelque chose de plus que les humains. Vous trouvez toujours du plaisir quand même à travailler, à faire votre métier ? Ça dépend des jours. Il y a des jours c'est très compliqué, j'ai envie de rien du tout, j'ai même plus envie de venir voir mes vaches, mais l'amour que je leur porte, et j'en prends tellement soin, que je me dis il faut que je le fasse pour elles. Donc, Et je vais vous demander votre dernière joie professionnelle, qu'est-ce que c'était ? Dernier moment de bonheur ? Tirer un veau qui était mal placé, la tête était retournée et puis. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas trop le milieu agricole, tirer un veau. Eh bien, tout simplement, c'est un vélage, une naissance. Et des fois, normalement, le veau se présente les deux pattes à l'avant et la tête en avant. Et là, la tête était retournée. Et quand il est 3h du matin, qu'on a déjà eu une grosse journée, et qu'il faut en plus mettre les deux mains dans l'utérus de sa vache pour retourner la tête du veau et on ne sait pas s'il va être vivant ou mort, et ben ça vaut tout l'or du monde, quoi. Et quand vous le retrouvez vivant, là on se dit on travaille auprès du vivant et c'est quand même un beau métier. C'est ça. Parce qu'il faut le dire, pour ceux qui vont nous écouter, agriculteur, c'est quand même au fond un beau métier. C'est un très beau métier. On travaille, tout le monde aura toujours besoin d'un agriculteur. Pour moi c'est le plus beau métier du monde, mais aussi le plus dur. Voilà. Et c'est ça le danger, c'est qu'à force de ne pas mettre les conditions pour que l'activité et les fermiers et fermières puissent s'épanouir, c'est qu'il y en a de moins en moins et qu'on ait plus ce métier-là. Et qu'on ait plus ce métier-là et surtout que les gens mangent moins bien. Parce que je sais, moi, ce que je produis. Moi, je suis heureuse. Je suis pas forcément heureuse de les emmener à l'abattoir, hein. Je veux pas dire ça. Hein. Mais je sais ce que je leur ai donné à manger. Je sais comment ils ont été élevés. Ils ont été heureux chez moi. Et au moins, moi, je sais ce que je mange. Donc, voilà. Donc le risque, c'est une sécurité aussi. Avec les petits éleveurs, les petits agriculteurs, agricultrices qui ferment, c'est de se retrouver avec des méga fermes, des méga exploitations, des grosses structures industrielles, de l'alimentation qui est de moins bonne qualité, qui est pas saine. Oui. Ouais. Mais ça, les gens ils se rendent pas forcément compte de l'impact. Par exemple, on va au supermarché acheter de la viande sous vide qui vient de autre part, Union européenne, on connaît même pas d'où ça vient, plutôt que d'aller chez le boucher. Des fois, il y a 1 ou 2 euros de différence. Alors, il faut peut-être préférer en manger un tout petit peu moins, mais manger mieux et sauver nos agriculteurs français. Avec le recul, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la petite Océane, à 7-8 ans, qui rêvait de reprendre la ferme de papa ? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Eh ben, déjà qu'il fallait sortir avant, parce que maintenant, c'est pas trop tard, mais il faut prendre du temps pour soi, il faut pas s'oublier. Ouais. Pourtant, ça fait 1 an que je me le dis, mais j'y arrive pas. Ah ouais, bah oui, vous êtes pris dans le quotidien aussi, c'est ça ? Oui. Et j'allais dire la question pour conclure, est-ce que dans 10 ans, vous vous voyez toujours dans cette profession ? Comment vous voyez l'avenir ? Alors l'avenir, je le vois
plus ou moins bien. Alors, je sais même pas ce que je vais faire demain, donc dans 10 ans, je ne sais pas. Si ça continue comme ça, si les prix sont catastrophiques et si on n'est pas plus aidé, dans 10 ans, ça va tourner au vinaigre. Hein. Donc, je sais pas trop, là, pour le coup. Et quitter ce métier, quitter aussi la ferme familiale, je suppose, malgré tout, ça va être un déchirement. Ça va être un déchirement, peut-être. Si jamais ça m'arrive, peut-être, oui. Mais il faudra se relever, ça sera à partir pour mieux rebondir, hein, de toute façon. Ouais. Océane. On n'a qu'une vie, donc... Océane, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je sais que certaines thématiques ont pu remuer des choses difficiles. Je pense aussi qu'il était important d'en parler et vous l'avez fait. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui veulent se lancer dans le métier. Bravo pour votre courage et pour votre abnégation au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur pour la suite, à la fois personnel et professionnel, ici dans votre ferme, à l'Arré ou ailleurs. Merci beaucoup Océane. Merci à vous.